Alors, on aborde maintenant la deuxième transformation importante, transformation donc isotherme réversible. Alors, ça nécessite l'introduction de la notion de thermostat. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, nous, thermostat, hein? Un thermostat, également, autre nom, je lis le cours pour les copier, hein, une source de température, thermostat, source de température. Donc, c'est un système thermodynamique auxiliaire au système thermodynamique d'étude, j'ai appelé sigma, séparé de ce dernier par une paroi diathermale, c'est-à-dire qui laisse passer la chaleur. Cette source de température, donc, est beaucoup plus massif que le système thermodynamique d'étude sigma, de sorte que la température du thermostat reste constante au cours des transformations qu'il subit avec le système d'étude. C'est-à-dire qu'il va y avoir des échanges thermiques entre le système d'étude et le thermostat, et comme le système d'étude est petit, les échanges thermiques, je dirais, sont à l'échelle du système d'étude. Et quand vous avez on va le justifier, hein, mais quand vous avez la chaleur qui est transférée à un système énorme, sa température varie très peu, et idéalement elle ne varie pas. Alors, notre système d'étude, lorsqu'il est en contact donc, avec un thermostat, on dit que le système sigma donc, subit une transformation monotherme, c'est-à-dire qu'il échange de la chaleur qu'avec une seule source de température, qu'avec un seul thermostat. Alors, une source de température, qu'est-ce que c'est? Une piscine, par exemple, voilà. C'est un système très massif. Voilà. Donc, si vous plongez un solide, hein, comme notre morceau d'aluminium de 1 kg porté à 80 degrés, vous le mettez dans une piscine, d'accord? Alors, j'ai marqué sa température, c'est peut-être un tout petit peu ambigu, hein. Donc la température du thermostat, hein, donc si on plonge un solide, système d'étude, dans une piscine, sa température, donc la température de la piscine, du thermostat, ne change pas. Je pense que voilà, ça se passe de commentaires, d'accord? Une piscine, c'est bien un thermostat. Autre exemple aussi important de thermostat dans toutes nos expériences, hein, c'est que l'atmosphère joue le rôle aussi de thermostat. Beaucoup d'expériences se font dans l'atmosphère. Voilà, on aura aussi à prendre en compte cette atmosphère comme un thermostat. Alors pourquoi, même si intuitivement ça paraît évident, voilà, pourquoi est-ce qu'un grand système, disons, a un petit peu de la peine, on a un petit peu de la peine à faire changer de la température à un très gros système? Alors, appliquons le premier principe, donc un thermostat. Je vais supposer pour simplifier que c'est une phase condensée, mais si c'était un gaz, ça serait pareil. Donc j'ai noté U indice TH, l'énergie interne du thermostat, M indice TH, sa masse, C indice TH, sa capacité calorifique massique, et T indice TH, sa température. Donc le delta U du thermostat, ça fait un MC delta T, d'accord? C'est égal, alors, on verra hein, que là, dans le cas de la piscine, peut-être pas dans le cas de l'atmosphère, mais comment dirais-je, l'échange de travail sera on va dire toujours nul, en tout cas on le modélisera comme un échange toujours nul, d'accord, plus le transfert donc, de chaleur provenant de sigma. Voilà. D'accord? Donc le delta T thermostat, le delta T qui est là, c'est la chaleur reçue du thermostat de la part de sigma divisé par MC. Alors si je fais tendre dans cette expression, la masse du thermostat vers l'infini. Le transfert thermique qui est au numérateur, il ne peut pas croître. Il ne peut pas tendre vers l'infini parce qu'en fait, le transfert thermique, un petit peu comme on vient de le démontrer tout à l'heure, ce transfert thermique, c'est l'opposé de ce que sigma reçoit du thermostat. Et donc, ça reste à l'échelle de sigma, si vous voulez. D'accord, hein, voilà, ça reste à l'échelle de sigma. Comme la masse de sigma est petite par rapport à celle du thermostat, ce transfert de chaleur ne peut pas être grand. Hein, voilà, il ne peut pas croître en même temps que M du thermostat. Ce qui fait donc que ce rapport à un thermostat tend vers l'infini, il tend forcément vers 0. De sorte que, en réalité, si M thermostat est assez grand, et très grand devant la masse du système, il faudra prendre encore les capacités calorifiques, mais voilà, on peut estimer que le delta T thermostat est très inférieur à T thermostat. Voilà, donc pour ce concept thermostat. Alors ça va être très utile par la suite, hein, c'est-à-dire que quand on va modéliser des moteurs thermiques, voilà, on modélisera les échanges de chaleur. Les moteurs thermiques vont toujours recevoir de la chaleur de la part de thermostats. Alors on va parler maintenant de transformation monotherme réversible.
Alors, je vais faire le schéma, puis vous le ferez en bas du petit b. Alors, transformation monotherme réversible, on envisage un système thermodynamique d'étude sigma gazeux, assimilé bien sûr à un gaz parfait, contenu dans une enceinte diathermale, comportant un piston mobile sans frottement, et elle-même contenue dans un thermostat à température TTH, de sorte que sigma ne peut échanger de saveur qu'avec le thermostat, et donc, comme on vient de le dire, il subit une transformation monotherme. Alors, ça nous donne la chose suivante. On a notre système thermodynamique d'étude qui va être là. Ici, j'ai un piston. Là, j'ai le gaz. Alors, le thermostat, bon, comme il ne joue pas de rôle au niveau du travail, on peut le représenter un peu avec la couleur qu'on veut. Voilà, donc c'est un peu, on va représenter ça comme un gros système. Voilà, terre, thermostat, et sa température, c'est TTH. Voilà, et donc, voilà, le système, donc, sigma, système d'étude, ici en l'occurrence, sigma G. Je vais mettre en bleu. Allez. Voilà, il n'échange donc de la chaleur qu'avec ce thermostat, ce qui signifie que le thermostat n'échange pas de chaleur avec autre chose. Voilà, donc en gros, l'ensemble sigma G, donc plus thermostat, est contenu dans une enceinte athermale. Là aussi, donc il n'y a pas d'échange de chaleur. Voilà. Voilà, et ça, donc ici, c'est une enceinte qui est diathermale, et l'ensemble, par contre, est athermale. Voilà, donc sur ce piston vont s'exercer différentes forces. Donc, typiquement, ça s'appelle la pression atmosphérique. Ici, plus une force supplémentaire que j'applique en poussant avec ma main, ou je ne sais pas, si on avait renversé ça, on peut faire tomber une masse, etc. Voilà, différentes possibilités. Voilà. Alors, on va considérer que le piston, il se déplace de manière infiniment lente. D'accord ? Si le piston se déplace de manière infiniment lente, ça veut dire que les forces ici sont telles que elles font que le piston se déplace très lentement. Les systèmes vont subir une transformation quasi statique. C'est-à-dire que si tout est très très lent, l'équilibre thermique ici entre le thermostat et le système sigma G aura toujours le temps de se faire quelque part. D'accord ? Ça veut donc dire que par permanence, la température du sigma G, c'est la température du thermostat. D'accord ? Puisque c'est le thermostat qui impose sa température au corps avec lequel on le met en contact. Voilà, c'est l'équilibre thermique qui fait que les températures s'identifient. Si les températures sont les mêmes, comme le thermostat, sa température ne varie pas, donc j'en conclus que la température sigma G, c'est celle du thermostat. D'accord ? Donc voilà, si le piston bouge infiniment lentement, voilà, l'équilibre se fait en permanence. Alors ça suppose qu'au départ, les températures soient les mêmes. Faute de quoi, on aura un transfert thermique, on va dire, brutal un petit peu entre les deux, qui provoquerait un déplacement à ce moment-là du piston trop rapide ou quelque chose comme ça. D'accord ? Donc là, on suppose que voilà, tout est infiniment lent, donc forcément, ça suppose que la température à l'état initial de sigma G vaut celle du thermostat TTH. Voilà, donc on a l'équilibre thermique permanent entre sigma et le thermostat. Voilà. Voilà, ce qui fait qu'en tout instant, donc la température sigma, c'est la température. Alors, si bon, c'est sigma, voilà, sigma G, on va dire que c'est sigma. Voilà. Voilà, donc dans ce cas, la transformation donc, subie par sigma est isotherme, puisque la température est constante. Voilà, d'accord. Alors cela implique que le système sigma soit préparé à la température TTH de l'état initial, comme je vous l'ai dit. Alors, la transformation, elle va être essentiellement, si elle est infiniment lente pour le piston, elle va être réversible. Alors, voilà, la transformation est de surcroît réversible, c'est toutes les forces. Alors, elle pourrait ne pas l'être dans un cas un petit peu particulier, un petit peu compliqué.
voilà, c'est si on avait des forces exercées par des électrons qui traverseraient le système, etc. On va peut-être laisser un petit peu ça tomber. Voilà. Si je suis dans un dispositif comme ça, hein, qui est ce qui va se passer dans un moteur, hein, voilà, là, les seules forces qui s'exercent sur le système, sigma, G, union piston, c'est ces forces-là. Si ça se déplace de manière infiniment lente, à ce moment-là, ce piston est en quasi-équilibre mécanique permanent. D'accord. Donc on est dans le cas d'une transformation réversible. D'accord. Voilà. La transformation est donc de surcroît donc réversible puisque le piston il avance de manière infiniment lente. Voilà. Donc dans la suite du cours, je vais envisager donc cette transformation donc, isotherme et réversible. Okay. Alors les conditions de réversibilité elles sont bien là. Hein. Voilà. Si le piston avance de manière infiniment lente, hein, F1 plus F2 plus la force de pression intérieure, la force de pression de sigma, elles sont quasi compensées. Hein, d'accord. Et donc on va pouvoir appliquer ce qu'on a vu donc, sur le travail travail reçu par un système dans le cadre d'une transformation réversible. Hein. Alors, est-ce qu'il me reste du temps? C'est bon. Voilà. Alors on va examiner donc les équilibres. D'accord. On examine donc les équilibres dans ce problème. D'accord. Donc les équilibres, on a toujours l'équilibre thermique. Hein, d'accord. Équilibre thermique, ça indique que T de sigma égale TTH pour la transformation. D'accord. Et puis on a un équilibre mécanique hein, qui provient du fait que la transformation est réversible. Voilà, donc un équilibre mécanique, hein, c'est-à-dire que la somme des forces, un quasi-équilibre mécanique, plus précis peut-être, voilà, quasi-équilibre mécanique. Hein, donc la somme des forces exerçant sur le piston est quasiment nulle. Voilà, la somme des forces exercées sur le piston, excusez-moi, oui c'est ça, est quasiment nulle. Ok, donc on pourra en déduire hein, des conditions sur des histoires de pression. Bon, là en l'occurrence, dans ce que je vais vous traiter, c'est pas mon voilà, c'est pas la question, mais dans les exercices, voilà, ces équilibres mécaniques pourront entraîner des conditions sur la pression. Les équilibres, voilà. Alors dans un exercice, on regarde les équilibres. Alors, ensuite, on écrit l'équation d'état, si on n'en aura pas vraiment besoin. Alors, on va appliquer le premier principe. On va appliquer le premier principe à sigma. Alors, sigma, j'ai noté ça sigma. Alors, sigma G, voilà, union, le piston. D'accord. On va appliquer le premier principe, donc à sigma G, donc union le piston. D'accord. Donc ça me fait delta U de sigma gaz union le piston égale hein, la somme des travaux des forces extérieures s'appliquant sur ce système plus le transfert thermique reçu par ce système sigma G union le piston. D'accord. Alors, on va détailler ça. Le transfert thermique, c'est bon. C'est le transfert thermique donc, reçu par le thermostat. Ça, on ne peut pas pour l'instant pas l'évaluer. Le travail ici, ça, c'est le travail d'une transformation réversible. Donc, on a une formule pour le trouver. D'accord. Ici, donc ça, on va le faire tout de suite. Et ce delta U ici, qu'est-ce qu'il vaut? Si j'applique le fait que U est extensive, donc j'applique le postulat 2, ça me fait delta U de sigma G plus delta U du piston. D'accord? Alors, le delta U de sigma G, qu'est-ce que c'est? Et bien, la température finale égale la température initiale égale la température à tout instant de la transformation. D'accord? Donc, le delta U de sigma gaz, hein, que ce soit un gaz, voilà, hein, c'est un certain NCVM, forcément delta T, d'accord? Et ce delta T, il va 0 parce que la transformation est isotherme. Hein, je rappelle, T égale TTH, hein, tout le temps.
D'accord? Donc, je n'ai pas de variation d'énergie interne du système sigma gaz. D'accord? Le delta U piston, donc ça, on le néglige toujours, hein. D'accord? Ça vaut 0. Donc, ce qui fait que notre transformation, voilà, l'énergie interne du gaz ici ne varie pas, parce que sa température ne varie pas. Donc, j'aboutis à l'équation 0 égale W, donc W réversible plus transfert de chaleur ici. Donc, je vais utiliser, je vais pouvoir utiliser la formule précédente sur le W réversible total. D'accord, hein, c'est W réversible total, puisque, voilà, je répète, c'est la somme des travaux de plusieurs forces, hein, s'exerçant ici sur la face droite du piston. Et je répète, pourquoi est-ce que je vais pouvoir calculer ça? Parce qu'elle compense en fait la force de pression exercée par sigma g sur le piston. Donc on avait vu que ça nous faisait la formule suivante, moins somme de V à VF, de la pression, je crois que je l'ai écrit comme ça, hein, P de V, dV, je ne sais plus comment je l'ai écrit exactement, non, je crois que je l'ai écrit P de sigma ou P de sigma G, au cours de la transformation réversible. Voilà, d'accord? Sachant que, voilà, cette fonction on ne la connaît pas, mais elle existe. Hein. Si j'intègre la pression par rapport au volume, c'est que je suppose évidemment que la pression est une fonction du volume pour cette transformation. Hein, évidemment, si j'envisage une autre transformation, là, c'est une transformation réversible isotherme. Hein. Voilà, d'accord? Dans le cadre de nos conditions expérimentales. Alors, comment est-ce qu'on va calculer ça? Comment est-ce que je vais pouvoir récupérer la pression en fonction du volume? Bon, le truc auquel on pense, c'est l'équation d'état. Puisqu'on sait que l'équation d'état, elle me permet de trouver par rapport à PVT, elle me permet d'isoler, d'exprimer une variable par rapport aux deux autres. Donc ici, a priori, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc ça me fait, alors, supposons même que j'ai un gaz quelconque, hein, ça marche bien avec un gaz quelconque, je vais dire que P, c'est une fonction du volume et de la température, TV. Voilà. Et ça, c'est l'équation d'état. D'accord? Alors, en quoi ça m'arrange ici? C'est que là, en fait, la température, eh bien, c'est TTH, parce que la transformation est isotherme. D'accord? Donc, il y a une des deux variables que je connais. Voilà. Donc, la fonction que je cherche, eh bien, elle est là. Cette fonction ici, P de V, c'est en fait cette fonction-là, c'est l'équation d'état dans laquelle j'ai figé la température à la température du thermostat. D'accord? Voilà. Alors, si on prend maintenant, je prends un gaz parfait, somme de V à VF. Alors, je rappelle que c'est PV égale nRT. Donc, P, c'est nRT. Donc, nRT, TH sur V, dV. D'accord? En cas d'un gaz parfait, hein. Voilà. P, c'est nRT sur V. Et T, c'est TTH. Donc, c'est bien une fonction uniquement de V. Hein. Voilà. Ce qui me fait donc, alors je peux sortir tout ça, hein, moins nR TTH, somme de VI à VF, dV sur V. Et ça s'intègre. Ça fait moins nR TTH, ln de VF sur VI. Voilà donc l'expression du travail W, hein, qui intervient en fait dans le premier principe, dans l'expression du premier principe. Voilà. Ok. Donc je vais recopier W égale moins nR TTH ln, voilà, 2VF sur VI. Alors pour l'instant, le VF et le VI, je ne le connais pas dans cet exercice-là. Dans l'exercice auquel voilà, on aura des conditions susceptibles de vous donner ce VF et ce VI. Alors, regardons ce qui se passe. Si VF est supérieur à VI, si VF est plus grand que VI, ça veut dire que le système se dilate. Ça veut dire qu'en gros, si vous voulez, c'est comme si le système avait une pression plus grande
que la pression atmosphérique, et que moi, avec ma main, je pousse sur le piston pour qu'il ne se détende pas trop vite, qu'on ne pousse pas trop vite pour que le gaz se détende pas trop vite. D'accord? Donc c'est ça qu'on aurait à ce moment-là. Hein. Donc si VF est supérieur à 1, on a ce qu'on appelle une détente isotherme réversible. Et à ce moment-là, le travail est négatif. Le travail reçu est négatif, globalement, de toutes les forces. Alors ça paraît assez logique. Vous voyez le piston hein, qui avance comme ça, d'accord? Et moi, je pousse avec ma main comme ça, pas qu'il aille trop vite, et en même temps, la pression atmosphérique pousse dans ce sens-là. D'accord? Donc les deux forces qui s'exercent sur le piston sont dans ce sens-là, d'accord? Et lui, le piston se déplace comme ça. Donc on voit bien que le travail est négatif. Le produit scalaire déplacement par force, hein, ou vitesse par force, il est bien négatif. Voilà. Et alors on va laisser une petite place ici. On va laisser sauter une ligne 2. Et si donc VF est inférieur à VI, donc là, le volume, le gaz se contracte. Hein. Donc là, au contraire, hein, voilà, j'ai une compression isotherme réversible. Et donc là, on peut considérer, mettons qu'au départ, la pression du gaz, c'est la pression atmosphérique, d'accord? Et je vais exercer une force de plus en plus grande, mais de manière mesurée, hein, de manière à ce que le piston se déplace de sorte à faire diminuer donc, le volume du système, et évidemment sa pression va augmenter, d'accord? Ce que je vois hein, par le raisonnement précédent, c'est que le travail va être positif à la fois de la force de pression atmosphérique et de ma main. Alors c'est bien ce qu'on a ici, hein, c'est qu'à ce moment-là, donc si VF est plus petit que VI, on a bien que W est positif. D'accord? Donc ça, c'est toujours des choses à vérifier. Hein, que les travaux, comme quand on fait de la mécanique, quand on écrit un travail, on va voir que c'est quand même logique par rapport au dispositif, par rapport à l'expérience. Alors ça, c'est ce qu'on a pour le W. Alors maintenant, on n'oublie pas qu'on a eu un transfert thermique. Hein. Alors parce que c'est isotherme, on n'a pas de transfert thermique. Hein. Pas confondre adiabatique et isotherme. Hein. On avait donc W plus Q était égal à 0. D'accord? Donc Q c'est moins W. Ok? Hein. Voilà. Donc ça permet effectivement d'avoir ce transfert thermique. D'accord? Donc ici, Q est positif. Et ici, Q est négatif. Donc il y a un transfert thermique entre deux systèmes qui sont toujours à la même température. Alors ça, c'est un petit peu contradictoire, parce que si deux systèmes sont à la même température, normalement, ils ne s'échangent pas de chaleur. Ce sont les différences de température qui induisent des transferts thermiques. Alors, on comprendra ça un petit peu dans le prochain chapitre, mais voilà, si je comprime le gaz, d'accord, si je comprime le gaz, la chaleur qu'il reçoit du thermostat est négative. Ça veut dire que le trajet réel, le transfert thermique, il va de manière effective du système sigma vers le thermostat. C'est-à-dire que le thermostat envoie, le système sigma envoie la chaleur vers le thermostat. D'accord? Voilà. Alors ça, on cherchera à l'interpréter. Pourquoi est-ce que quand on comprime le gaz, le système va envoyer de la chaleur vers le thermostat? Voilà. Et si on détend le gaz, en fait, le système va avoir besoin d'absorber, reçoit de la chaleur positivement. Donc il y a un transfert thermique qui va se passer du thermostat vers sigma. Voilà, ça on l'interprétera dans le paragraphe grâce au paragraphe suivant. Voilà, ici c'est tout ce que je voulais faire pour ce cas-là.